Bonjour, aujourd'hui, section 4.3, la force sur un fil dans un champ magnétique uniforme et le moment de force magnétique. On a vu dans les sections précédentes qu'est-ce qui arrive à une particule en mouvement, chargée, dans un champ magnétique. On a vu qu'elle se met à tourner en rond. On va voir évidemment que si cet effet-là se produit sur une particule, mais il peut se produire sur plusieurs particules. Donc, par exemple, sur plein de particules en mouvement dans un fil, ce qu'on appelle un courant. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, si j'imagine un fil parcouru par un courant, donc dans lequel il va y avoir donc plein d'électrons, on a vu évidemment que si le courant va vers la droite, les électrons sont en fait en mouvement vers la gauche, et ces électrons-là, donc qui se déplacent vers la gauche, subissent une force magnétique due au fait qu'il y a un champ magnétique autour. Donc, ils vont subir chacune une force magnétique vers le haut. Bon, c'est normal, si on fait la règle à main droite, on va mettre les doigts dans la direction du vecteur V, comme ça. Ensuite, on va les plier vers le champ magnétique. Le champ magnétique est vers l'intérieur, donc ce serait par là, puis ma force, ça serait vers le bas. Mais, comme c'est un électron, la force est dans le sens opposé, on multiplie par un Q qui est négatif, ce qui veut dire que ma force va être par en haut. Donc, ma force magnétique est orientée vers le haut sur tous les électrons et pas sur un seul électron. Donc, imaginons que les électrons parcourent, donc, avec une vitesse qu'on a vue, qui est la vitesse de dérive, la longueur d'un fil, de longueur L, tout simplement. Donc, la quantité de charge, la charge totale, qui est en mouvement dans ce bout de fil-là de longueur L, ça correspond au nombre d'électrons multiplié par la charge de chaque électron, donc tout simplement n fois moins E, E étant la charge élémentaire. Donc ça, c'est ma charge totale. Et en moyenne, ils sont en mouvement, donc à une vitesse V. Ils vont parcourir cette longueur L-là en un intervalle de temps qu'on va appeler delta T. La vitesse, ben c'est juste le déplacement. La longueur moins L, bon, parce qu'on a défini L comme étant dans le sens du courant, c'est une convention. Et les électrons vont dans l'autre sens. Donc on va dire qu'ils se déplacent d'une distance moins L pendant l'intervalle de temps delta T. Et chaque électron subit la force magnétique vers le haut. Qu'est-ce que ça va faire? Si je reprends mon équation générale, QVB, là, ma charge totale, c'est moins N fois E, la quantité d'électrons en mouvement, ma quantité d'électrons libres. La vitesse, moins L sur delta T. Ça, c'est le fun parce qu'on va pouvoir se débarrasser du moins L qui est ici, multiplié par le champ magnétique. Donc, lui, il reste là, comme tel. Donc, on va juste sortir le delta T ici, qui est une constante, puis NE, c'est la charge divisée par le temps. Puis la charge divisée par le temps, ben, c'est le courant. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, le courant fois le vecteur L fois le champ magnétique. Fait que pourquoi j'ai remplacé Q par NE, puis ensuite j'ai remplacé NE par Q pour faire le courant? Et c'est principalement pour qu'on voit la disparition du signe moins. Donc le moins de la charge et le moins du déplacement. Ces deux affaires-là, ça s'annule, ce qui fait que ma force magnétique totale sur le fil correspond au courant fois L, puis là, comme j'ai dit tantôt, le vecteur L est orienté dans le sens du courant par convention, fois B, et tout ça c'est positif. Le courant, ça ne peut pas être négatif. Évidemment, mon vecteur L et mon vecteur B, ils peuvent avoir toutes sortes d'angles entre les deux, donc le résultat, le vecteur peut avoir des composantes positives et négatives, mais le courant, lui, il est positif tout le temps. Donc ça, c'est une équation générale, c'est sur la feuille de formule. La force magnétique sur un fil parcouru par un courant dans un champ magnétique. Un petit exemple avec ça. Donc, supposons qu'on a un fil qui est placé comme ça ici, dans un plan XY. On l'a placé à un angle, bon, alpha ici, mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est 3 mètres vers la droite, 4 mètres vers le haut. Donc, je peux décomposer ce vecteur L-là comme étant un vecteur en I et en J, donc 3I plus 4J, puisque le sens du courant va par là, c'est aussi le sens de mon vecteur L. Mon champ magnétique, c'est ça la question, est de 0,2 Tesla vers la droite, donc en X positif. Alors, question, si le fil, bon, il fait 5 mètres nécessairement, on le voit bien ici, le courant est 2 ampères, déterminez quelle est la force magnétique sur le fil. On va juste appliquer l'équation ILB. Mon L, c'est 3I plus 4J. Mon champ magnétique, 0,2I. Puis là, on va juste appliquer le produit vectoriel.
I fois I, ça fait 0. Ce terme-là, il n'existe pas, il vaut 0. Et là, je vais avoir 4J fois 0.2I fois 2 qui est ici, ce qui fait 1,6. Et J fois I, ça fait moins K. Et donc, réponse, moins 1,6 K Newton. Question B. Donc, la question B, le champ magnétique 0,2 J Tesla. Donc, on a le même champ magnétique, mais orienté en J. Évidemment, je fais exactement le même calcul. Cette fois-ci, 3i fois 0,2 J fois le 2 qui est en avant. Ça me donne 1,2. I fois J, ça fait K. Et quand je fais 4J fois 0,2 J, ça fait 0. Deux vecteurs dans la même direction quand je fais le produit vectoriel, ça donne 0. Donc, il n'est pas là, je ne l'écris pas. Donc, j'obtiens comme résultat 1,2 K Newton. Question C. Si mon champ magnétique, cette fois-ci, est orienté vers vous, c'est-à-dire 0,2 K Tesla, donc par là, qu'est-ce que ça va nous donner? Bien, la même chose, je réécris mon équation. Cette fois-ci, I fois K, ça fait moins J, donc 2 fois 3 fois 0,2, ça fait 1,2, orienté en moins J. Et 2 fois 4 fois 0,2, ça fait 1,6. Et J fois K, ça fait I. Donc, ma force magnétique a... c'est un vecteur en 2 dimensions, orienté comme ceci. Un petit exercice à faire par vous-même. Donc, on prend un fil de 2 mètres, placé le long de l'axe X, parcouru par un courant de 5 ampères, orienté en X positif. Et on vous demande de déterminer la force sur ce fil si le champ magnétique vaut 4J Tesla, moins 2I Tesla, ou 0,4I plus 0,3J moins 0,4K Tesla. Donc, en même temps, une petite révision sur le produit vectoriel. Donc, faites ce problème-là. On va en parler au prochain cours, mais ne partez pas, le cours n'est pas fini. Vous avez une autre section ici. 4.5, le moment de force magnétique. OK, là, c'est intéressant parce qu'on a vu que si on a un fil parcouru par un courant, le fil va subir une force. Mais si j'ai plusieurs fils, comme par exemple, si j'ai une boucle, bon, ici c'est une forme rectangulaire, là, mais quelque chose qui fait un parcours fermé, donc un champ magnétique qui agit sur un ensemble de fils parcourus par le même courant. Donc évidemment, on va se rendre compte que chaque bout de fil va subir une force, mais peut-être pas tous les bouts, il peut y avoir des bouts dont pour lesquels ça va donner 0, mais chaque bout de fil, on va le traiter séparément et on va déterminer la force totale. Dans cet exemple-ci, ce qu'on va observer, c'est que le courant, donc qui est ma boucle de courant qui est sur le plan XY, et le champ magnétique qui est orienté en moins Z, bon, ils sont perpendiculaires. Donc le champ est perpendiculaire à la surface. Ce que je vais observer dans ce cas-ci, c'est que sur chaque bout de fil, sur chaque côté de mon rectangle, j'ai une force et je peux déterminer cette force-là à l'aide de la règle de la main droite. Donc mon courant ici est en moins I, mon champ magnétique est en moins Z. Donc je peux utiliser ma règle de la main droite pour obtenir la direction de la force magnétique. Donc dans tous les cas, les forces vont s'opposer parfaitement, et comme c'est le même courant et que le fil en haut et le fil en bas ont la même longueur, les fils à gauche et à droite ont aussi la même longueur, bien nécessairement F2 égale F4 en module, tout comme F1 égale F3, puis si je fais la somme de tout ça, ça va me donner 0. La somme des forces sur ça est nulle, et c'est normal, c'est ce à quoi on s'attend. Où ça devient intéressant, c'est des cas comme ceci. Donc si vous regardez ça, on va avoir la même boucle de courant avec les 4 côtés. Cette fois-ci, dans le cas du fil 1 et le fil 3, donc en haut et en bas, il n'y aura pas de force magnétique parce que le champ magnétique et le courant sont dans le même sens. Ça veut dire que B et L sont dans le même sens, sont tous les deux sur l'axe X. Et donc je fais I fois I ou I fois moins I, ça donne 0, puis c'est tout, on n'a pas besoin d'en tenir compte. Là où on va avoir des forces magnétiques, c'est sur les fils, sur les côtés, donc les côtés 2 et 4. Et là, on va observer que dans le cas du côté 4, la force magnétique, elle va vers vous. Et dans le cas du côté 2, la force magnétique, elle va vers l'intérieur de l'écran. Et ces deux forces-là sont encore une fois de même grandeur. Donc, il n'y a pas de problème. Comme tantôt, ma somme des forces vaut encore 0. Mais, somme des forces égale 0 ne signifie pas nécessairement immobile. Si j'ai un objet sur lequel j'applique deux forces de même grandeur et de sens opposé. Donc, de ce côté-là,
j'ai une force qui vient vers moi, et de ce côté-là, j'ai une force qui va vers vous. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver que cet objet-là va tourner. Moment de force. Donc, ma force, la somme des forces vaut 0, mais la somme des moments de force n'est pas égale à 0, et la somme des moments de force, vous avez vu ça dans le cours de mécanique, c'est égal à I fois alpha. Non, on ne va pas calculer des accélérations angulaires, ce n'est pas ça l'objectif aujourd'hui, mais juste de voir que cet objet-là va effectivement se mettre à tourner sur lui-même. Donc, on va commencer par vérifier les forces. Donc, comme on a dit tantôt, mes forces 1 et 3 valent 0, 2 et 4, c'est I fois la longueur fois le champ magnétique, fois le sinus de l'angle entre les deux, qui est 90 degrés ici, là, parce que mon courant il est en J, puis mon champ magnétique est en I. Puis la longueur, c'est B, c'est la longueur de ce bout de fil-là. Donc, je vais l'appeler juste I, B minuscule, fois le champ magnétique. Donc, c'est quoi l'équation du moment de force? Donc, petit rappel, le moment de force, c'est le produit vectoriel entre la distance R et la force. Mais la distance R, c'est quoi? La distance R, c'est la distance qui sépare l'endroit où la force est appliquée sur l'objet. Donc, par exemple, dans le cas de la force 2, cet endroit-là ici, avec l'axe de rotation. Donc, comme on a dit tantôt, sur l'objet qui était là, si j'applique des forces de même grandeur et de sens opposé, l'objet se met en rotation et il tourne autour de quel axe? Il tourne autour de l'axe Y. Et donc, mon axe Y, c'est mon axe de rotation. La distance qui sépare l'application de la force, le point d'application de la force ici, et l'axe de rotation, c'est la moitié de la longueur du côté du bas ou du haut, c'est-à-dire A sur 2. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, pour la force 2, on va commencer par ça, le moment de force créé par la force 2. La distance, c'est partir de l'axe de rotation et s'en aller jusqu'à la force, c'est-à-dire moins A sur 2 en I, A sur 2 en I vers la gauche. Et la force, c'est quoi? C'est I, B minuscule fois le champ magnétique. Et ma force ici, on avait déterminé avec la règle de la main droite qu'elle est orientée vers l'intérieur de l'écran. Donc, elle est orientée par là. Donc, en moins K. Donc, ma force, moins I, B minuscule, B majuscule, fois K. Donc, les deux moins vont s'annuler. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire A sur 2 fois I fois B fois B. Donc, ça va faire A fois I fois B sur 2. Et ensuite, I fois K, et I fois K, ça fait moins J, d'où le retour du moins qui est là. Donc, je ne l'ai pas laissé là par hasard. Les deux moins qui étaient là s'annulaient entre eux, mais effectivement, quand je fais I fois J, ça me fait... Pardon, quand je fais I fois K, ça me fait moins J. Donc, le moins, il revient ici. Qu'est-ce que ça signifie, le moins J? En fait, c'est qu'il y a deux possibilités de tourner autour de l'axe Y. Soit on peut tourner autour de l'axe Y dans le sens positif ou négatif. Comment je détermine quel est le sens positif? Avec la règle de la main droite. Mais il y a une nouvelle règle de la main droite, une deuxième règle de la main droite. En fait, cette règle-là est bien intéressante, puis elle est plus facile à utiliser que l'autre. C'est, il y a quelque chose qui tourne, puis dans les choses qui tournent, c'est mes doigts. Donc, si quelque chose tourne, il tourne autour d'un axe. L'axe, c'est mon pouce. Et si le pouce, il pointe vers le haut, donc si le truc qui tourne, s'il tourne par là, s'il pointe vers le haut, il tourne autour de l'axe J positif. Si le truc qui tourne de l'autre côté, dans l'autre sens, j'essaie de me mettre face à la caméra, ben à ce moment-là, mon axe de rotation est orienté en moins J. Le moins J, c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire, oui, je tourne autour de l'axe Y, mais je tourne dans ce sens-là. Donc, il faut imaginer l'objet qui est en train de tourner en moins J. Donc, il est en train de tourner par là. OK, j'aimerais vraiment ça être devant vous puis le faire devant vous pour que vous puissiez l'essayer vous aussi. Vous pouvez l'essayer évidemment, mais là je ne vous vois pas puis je ne sais pas si vous le faites comme il faut. Mais bon, on n'a pas le choix. Alors, si j'applique le même processus sur la force 4 pour trouver le moment de force créé par la force 4. Donc là, mon vecteur R, c'est A sur 2 vers la droite, donc en X positif. Ma force est orientée vers vous, donc sortant de l'écran en Z positif, donc en K. Et là, j'ai encore A sur 2 fois I fois B, ce qui me fait A fois I fois B sur 2. Et I fois K, ça fait encore moins J, donc moins J. Et donc, le moment de force créé par mes deux forces est exactement le même. Les deux tendent à faire tourner l'objet dans le même sens. Évidemment, si les deux moments de force étaient de signe opposé, quand je fais la somme des moments de force,
Ça donnerait 0, il s'opposerait. Mais là, c'est pas ça qui arrive. J'ai une force qui pousse vers l'intérieur et une qui pousse vers l'extérieur. Et donc, les deux créent le même mouvement de rotation en Y négatif. Autour de l'axe Y, mais dans le sens horaire. Finalement, c'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça nous donne si on fait la somme? Ben, j'ai ça sur 2 plus ça sur 2. Donc, ça va nous donner tout simplement I fois A fois B sur 2. Et A fois B, c'est quoi? C'est l'air, c'est la surface de mon objet. Donc, je peux le remplacer. A minuscule fois B minuscule. Donc, ça me donne le A majuscule qui est l'air, la surface du cadre qui est ici. En fait, ça nous amène à quelque chose de bien intéressant, c'est qu'en fait, on peut se servir directement de l'air et représenter l'air comme un vecteur, avec la même règle de la main droite que tantôt. En fait, chaque fois qu'on veut représenter une surface par un vecteur, on va la représenter par un vecteur qui est perpendiculaire à la surface. Si je reprends mon objet de tantôt, si j'essaie de prendre un vecteur pour représenter cet objet-là, mais si je mets mon vecteur ici, ça ne me dit pas il est placé comment mon objet. De même façon, si je le mets en avant, ça ne me dit pas si l'objet est placé comme ça ou comme ça. Mon axe il reste à peu près au même endroit. Là. Si j'arrêtais de bouger, ça serait plus clair. Alors, quand on veut représenter la surface d'un objet par un vecteur, on va la représenter par un vecteur qui est perpendiculaire. Bon, évidemment, il y a quand même deux possibilités. Donc, soit mon vecteur il va comme ça, ou bien il est en dessous. Oups. On va essayer que ce soit convaincant. Donc, ou bien il est en dessous. Il y a juste deux possibilités. Puis là, mon objet pourrait être placé comme ça. Ça ne change rien à son plan. Ça ne change pas ce qui va se produire. Alors, comment je fais pour savoir si mon vecteur A, je le mets en haut ou en bas? Ma règle de la main droite. Si vous prenez l'objet qui est ici, c'est le courant qui tourne. Comme on a dit tantôt, quand il y a quelque chose qui tourne, on se place dans le sens de ce qui tourne. C'est difficile pour moi parce que je suis en image miroir. Donc, vous placez les doigts dans le sens de rotation, donc ça doit, ouais, comme ça ici, ça doit descendre à droite, ensuite ça va vers la gauche quand on est en bas, et ça remonte à gauche, ok? Donc si je me place comme ça ici, on va suivre le mouvement de rotation. Mon pouce m'indique la direction du vecteur A. Dans ce cas-ci, il vient vers moi, puis vers moi, de votre point de vue, c'est vers l'intérieur de l'écran. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon courant tourne dans le sens horaire, mon pouce pointe vers l'intérieur de l'écran, mon pouce pointe en direction Z négatif. Mon vecteur A ici, il est orienté en moins K. Donc, je peux faire le calcul en utilisant le vecteur A. En fait, on utilise ici le moment dipolaire magnétique. C'est pas très joli, mais c'est juste une façon de nommer le vecteur A et le courant. On les multiplie ensemble tout simplement. Donc évidemment, pour déterminer la direction du vecteur A, j'ai besoin de savoir le sens du courant. Donc ça va tout ensemble. I fois A, c'est mon moment magnétique dipolaire. Et si je multiplie I fois A fois B, ce qui est l'équation qu'on a trouvée dans la page précédente, mais ça va me donner le moment de force total. Donc, comme je le disais ici, mon vecteur A est orienté en moins K, que je trouve avec la règle de la main droite. Et mon vecteur B est orienté en X positif, donc en I. C'est écrit sur le dessin. Fait que si je fais le calcul, I fois A, qui est en moins K, fois B, qui est en I, genre moins K fois I. Et K fois I, ça fait J. Le moins qui est là, je le garde en avant. Moins I fois A fois B. Donc on revient à la même valeur qu'on a obtenue quand on a fait le calcul au complet tout à l'heure. Donc oui, on peut trouver les forces sur chaque côté. Trouver le moment de force créé par chaque force et ensuite calculer le moment de force total, ou on peut juste faire I fois A fois B. Mu fois B, vu que c'est la même affaire. C'est plus rapide un petit peu. Donc, mais il faut identifier la direction du vecteur A avec la règle de la main droite. Donc, un petit exercice à faire par vous-même. Là, je l'ai mis en 3 étapes pour qu'on voit bien ce qui se passe. C'est quand même un exercice du livre, là, fait que comme d'habitude, je vous encourage à lire ce qui est écrit dans le livre si vous voulez être sûr. Donc, supposons qu'on a ce cadre-là ici, donc PQRS. Le côté en bas, c'est 20 cm, celui-là, c'est 50 cm, il est parcouru par un courant de 4 ampères. On va le faire pivoter autour de l'axe Y pour le placer ici avec un angle de 20 degrés avec l'axe X. On le place dans une zone où il y a un champ magnétique vers le haut
qui a une valeur de 0,3 Tesla. Question. Déterminer la force magnétique sur chaque côté. Donc là, c'est vraiment en fait une question de la section 4.3 de tantôt. Trouver la force sur chacun des 4 côtés. Ensuite, déterminer autour de quel axe est-ce que le cadre va tourner. Est-ce qu'il va tourner autour de l'axe X, de l'axe Z, de l'axe Y? Ça tourne comment cette affaire-là? Donc, en regardant, ils sont où les forces? Et est-ce qu'on entraîne le mouvement dans ce sens-là? Est-ce qu'on entraîne le mouvement dans ce sens-là? Donc, c'est ça qu'on veut vérifier. Et ensuite, c'est quoi le moment de force total qui va agir sur le cadre? On parle de ça. Et de l'autre exercice que je vous avais mis au milieu de la vidéo. Donc, on parle de ça au prochain cours.